parle du remplacement de certains métiers à cause de l'IA. Ça n'a pas été perçu comme ça en interne. Bon, on a un média jeune aussi, avec une moyenne d'âge assez basse chez Brut, donc plutôt intéressé par les nouvelles technologies et où ça a été vu comme une opportunité. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Clément Bacard de chez Brut. Bonjour Clément, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et aussi présenter Brut ? Bonjour à tous et merci de me recevoir. Donc moi je m'appelle Clément, je suis responsable data et IA chez Brut. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'y suis aujourd'hui. D'accord. Tu veux que je reparle de mon parcours ? Et puis Brut. Et Brut. Alors qu'est-ce que c'est Brut ? Donc Brut est un média, le premier média sur les réseaux sociaux. On est principalement un média vidéo. Et ce qu'on sait moins sur Brut, c'est qu'on a une présence pas seulement en France et en Europe, mais qu'on a aussi des équipes en Inde. D'accord. On a un des plus gros médias sur les réseaux sociaux en Inde. À tel point que les Indiens pensent que Brut est un média indien. D'accord. Donc ça montre qu'on s'est bien intégré dans la culture locale et qu'on fait illusion entre guillemets. Donc on a une quarantaine de personnes en Inde, principalement des journalistes, des monteurs, des métiers du média. On a des équipes aussi qui opèrent en France, mais pour Brut Africa, en français. Donc pour toute la population francophone et bientôt anglophone, et Brut America qui est opéré aussi depuis la France aux États-Unis. Excellent. Donc une couverture mondiale. Et ça fait combien de personnes au total, l'entreprise ? Ça fait un peu moins de 200 personnes. D'accord, donc une belle équipe. Réparties entre les bureaux à Paris et en Inde. D'accord. Puis des personnes aussi un peu en full Et on remote. trouve des journalistes, des gens qui font de la technique aussi, de la post-production. Il y a tous les métiers en fait qu'on va retrouver dans un média vidéo. Donc des équipes de post-prod, des journalistes. Les journalistes aujourd'hui qui sont en charge de monter les formats courts et les formats moyens. Et c'est les équipes de post-prod qui vont s'occuper plutôt des formats longs et des documentaires. D'accord. On a une équipe de documentalistes qui s'occupe de sourcer les images et de les mettre à dispo du média. Des équipes commerciales, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est une équipe qui s'occupe beaucoup de de trouver des clients pour tourner des vidéos des contenus partenaires, exactement, donc ce qu'on appelle le brand content. D'accord. Puis des fonctions support, RH, comptabilité comme dans toutes classique. Les entreprises. Et donc une équipe aussi tech et data. Dont tu as la charge. Alors moi, je m'occupe de la partie data, c'est ça. Et on est en tout une vingtaine de personnes réparties, je dirais 50-50 entre la tech et la data. D'accord. Data / IA, puisqu'on s'occupe aussi de tous ces sujets. Tout ce qui est intelligence artificielle. Exactement. Justement, on va en parler. Alors en fait, pour nos auditeurs, c'est vrai qu'on se connaît puisque j'ai eu la chance d'intervenir chez Brut et j'étais vraiment impressionné en toute franchise par tout ce que vous avez fait sur l'intelligence artificielle. Donc j'aimerais bien que tu en dises plus pour nos auditeurs, pour expliquer tout ce que vous avez mis en place, pourquoi c'est intéressant pour vous et puis quelles compétences vous avez mobilisées pour faire tout ça. Alors, quand on a vu donc l'IA chez Brut, c'est pas nouveau. Ça fait depuis que je suis là qu'on en fait, même bien avant en fait. Les équipes qui m'ont précédé travaillaient déjà sur des outils d'IA qu'on appelle plutôt des outils de machine learning. Exactement. Avant qu'on parle d'IA générative, voire même de data mining. Mais, mais ça a vraiment pris un nouvel élan là avec l'IA générative. D'accord. Puisque ça attaque des nouveaux use cases autour de la création de contenu. Et donc on pense que l'IA générative pour Brut, c'est une opportunité de créer de meilleurs contenus, moins chers, plus rapidement et de les rendre globalisables aussi assez rapidement parce qu'on a des sujets de traduction automatique des vidéos. D'accord. Donc ça a été très vite perçu comme une opportunité, plus qu'un risque. On parle beaucoup du remplacement de certains métiers à cause de l'IA. Ça n'a pas été perçu comme ça en interne, ça a été vraiment perçu. On a un média jeune aussi, avec une moyenne d'âge
assez basse chez Brut, donc plutôt intéressé par les nouvelles technologies et oui, ça a été vu comme une opportunité, quoi. D'accord. Alors tu peux nous donner des exemples de choses que vous avez mis en place avec ton équipe justement pour. Alors le premier sujet sur lequel qui n'était pas forcément le plus simple à la base, c'est un sujet de traduction automatique des vidéos. Brut a des comptes en français mais aussi en anglais, Brut America et Brut India, et donc il y a un intérêt pour nous à dupliquer un contenu, parce que c'est vraiment ce qui coûte cher pour nous, c'est de créer un contenu original. Et donc on a cherché à savoir si on pouvait facilement, grâce à ces outils-là, semi-automatiser la traduction pour que une vidéo en français soit globalisable. On parle des sous-titres, mais également de la voix parlée, de la synchronisation. On parle de absolument tout ce qui se passe sur la vidéo, donc les sous-titres, l'audio, les cartons, parce que c'est un peu aussi la patte de Brut. Il y a toujours des petits éléments textuels qui sont écrits qui apparaissent sur la vidéo. Et donc il faut manipuler plusieurs technologies, plusieurs typologies de données. Il y a de la donnée textuelle, il y a du signal audio, il y a parfois de la vidéo aussi, parce qu'on peut être amené, surtout sur les documentaires, à faire du lip syncing, donc à synchroniser la voix et l'audio. Voilà. D'accord. Donc on a démarré par déjà benchmarker un peu tous les outils disponibles sur le marché. C'était ma question. En fait, vous vous appuyez sur des technologies qui sont diffusées par des fournisseurs. Alors on a commencé à essayer d'automatiser un peu le process de notre côté, en faisant appel à des services souvent disponibles via API. D'accord. On travaille notamment avec Gladia, avec d'autres outils, Eleven Labs pour le voice cloning. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un process qui était assez complexe, qui était donc dans ce process de traduction, il y a un certain nombre d'étapes, il y en a beaucoup, et les outils d'IA sont aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque, n'étaient pas prêts pour traiter ce process-là de bout en bout de manière complètement automatique. Ouais, parce qu'on a l'impression d'un truc simple, mais il faut transcrire le texte sous format écrit, après il faut le traduire, après il faut le faire prononcer dans la bonne langue, il faut synchroniser les lèvres, il faut sous-titrer, etc. Et quand on passe d'une langue à une autre, il y a ce qu'on appelle le taux de foisonnement. C'est qu'on va perdre ou on va gagner des mots. Ah oui, ça va plus ou moins vite en fonction de la langue. Exactement, et du coup, il faut adapter le contenu pour que ça reste dans le temps imparti de la vidéo originale. Donc, il y a plein de petits challenges cachés comme ça dans la chaîne de traitement qui nécessitent une supervision et des modifications. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait évidemment permettre à nos superviseurs de modifier facilement les contenus qui ont été générés. Donc, on s'est très vite adossé à une plateforme qui s'appelle CheckSub et qui nous permet assez facilement de gérer tout ce process-là de bout en bout. D'accord. Et là, j'entends, tu parlais des superviseurs, donc ça veut dire que c'est évidemment toujours fait sous le regard d'un être humain qui vérifie qu'il y a pas que la machine s'est pas mise à délirer ou qu'elle systématiquement, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des erreurs de traduction, des erreurs de voice cloning. Donc, si la qualité de l'audio d'origine n'est pas bonne, ça va impacter la qualité du clonage de voix. D'accord. Il y a eu des problématiques sur le découpage des sous-titres. C'est hyper important puisque on sait qu'il y a une grosse part de notre audience qui regarde les vidéos mais qui ne les écoute pas. Donc il faut aussi que sémantiquement sur la vidéo ça ait du sens. Ah oui, d'accord. Sinon on est très vite perdu par rapport au contenu. D'accord. Donc voilà, tous ces sujets-là qui sont cachés en fait derrière. On s'en rend pas compte quand on est un simple spectateur ou un auditeur, mais effectivement c'est impressionnant. Vous avez des projets en ce moment, j'imagine, pour aller encore un peu plus loin sur ces sujets-là? Donc là, on a pas mal travaillé ces derniers mois sur un outil qui nous permet de rédiger des articles facilement à partir des vidéos. Ah oui, d'accord. Pour une version un peu plus journalistique, enfin pas forcément plus journalistique, mais plus presse écrite, on va dire. Presse écrite, puisque sur la vidéo. Sur le site, en fait, on a aussi un site web sur lequel on a nos vidéos et des articles adossés à ces vidéos-là pour aussi améliorer le référencement du site. Et donc aujourd'hui, on construit des outils à partir
une stack technique assez simple, des API de Claude, des outils de monitoring, etc. D'accord. On a créé une app de génération d'articles à partir du transcript qui aide nos journalistes à publier du contenu plus rapidement. Donc ils n'ont plus qu'à relire d'une certaine manière, vérifier que c'est cohérent, qu'il n'y a pas de contresens. Le contenu, le format. Et on a aussi intégré une phase d'optimisation SEO qui fait que l'article qui est généré est aussi optimisé d'un point de vue SEO. Ouais, pour le référencement naturel. Les moteurs de recherche. Et donc aujourd'hui, on a rédigé presque 150 articles avec cet outil. Ouais, d'accord. Et les journalistes passent systématiquement par l'outil pour le faire. Donc c'est une petite victoire. On continue de faire évoluer le produit pour que ce soit adapté aux usages. Très bien. Et ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Clément, je me demandais comment on crée une équipe IA dans un média tel que le vôtre. Ça se structure de manière assez simple. Finalement, c'est pas spécialement différent. On va retrouver un peu les mêmes compétences que dans d'autres équipes IA. Donc on a des gens qui vont s'occuper plutôt de la partie produit, qui vont faire le lien entre les équipes métiers, là en l'occurrence c'est les journalistes, et les équipes techniques pour s'assurer que le produit est bien utilisé. On parle de produits logiciels ici, enfin d'applications, produit IA, de data. On a des spécialistes de l'IA. Donc des alors, data chez Brut, on a scientists, deux types de spécialistes. On a des data scientists / ML engineers qui ont plutôt des profils d'ingénieurs statistiques en machine learning. Donc juste pour expliquer, donc leur rôle c'est d'identifier des algorithmes et de les mettre en production en fait. C'est ça, c'est de s'occuper du cycle de vie du modèle de bout en bout, donc de l'entraînement du modèle jusqu'à la mise en production. D'accord. Nous on essaie d'avoir des gens qui soient assez polyvalents, qui puissent intervenir à la fois sur l'entraînement et aussi sur la mise en production. Donc aujourd'hui on appelle ça des ML engineers. Ouais, tout à fait. Et on est aussi accompagné de quelqu'un qui est plutôt que je qualifierais de prompt engineer. Alors je suis très sceptique vis-à-vis de ce métier-là. Alors il est prompt engineer et il a aussi des compétences techniques où il nous aide à développer des apps. C'est un dompteur d'IA générative. Exactement. En fait, on s'est vite rendu compte que c'était très déceptif l'IA générative quand on teste rapidement. On se rend compte que les réponses sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut voir dans les démos. Et donc ça nécessite pas mal d'itérations et de bien comprendre aussi comment structurer un prompt, comment correctement donner du contexte aux LLM, aux IA génératives, comprendre les limites, les risques, etc. Les risques d'hallucination. Pour avoir après un usage fiabilisé, on va dire, dans un contexte régulier. Exactement, on se rend compte que ça demande une certaine expertise et aussi pas mal d'itérations avec les journalistes pour trouver le bon prompt et avoir le résultat attendu. D'ailleurs, sur ce sujet-là du prompt engineering, ça peut intéresser nos auditeurs. Il y a quel est ton regard ? Parce qu'il y a à la fois l'acquisition de connaissances par essai-erreur, mais finalement, ça reste une discipline assez empirique, vu qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur du LLM. Oui. Après, il faut aussi comprendre... je pense que ça demande une certaine maîtrise, une certaine compréhension, alors peut-être pas non plus super approfondie, mais du fonctionnement des algos et des LLM et des différents mécanismes aussi qui sont mis en place par les LLM providers comme OpenAI, Google Mistral, avec Gemini Claude, Claude avec. Il y a souvent différentes couches en fait qui sont superposées les unes par-dessus les autres et qui intègrent pas mal de biais et des mécanismes de protection et de modération du LLM. Donc, il faut aussi bien comprendre ces enjeux-là et ces problématiques pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est un vrai métier, en fait, prompt engineer. Je sais pas. Je sais pas si c'est un vrai métier. En tout cas, je dirais c'est une compétence qu'il faut avoir pour utiliser ces outils. C'est pas sa seule compétence, la personne qui nous accompagne, elle a plein d'autres compétences, mais elle se balade avec une petite casquette prompt engineer dans les bureaux et ça c'est. D'accord. Ça, au moins on se pose pas mal de questions aussi sur quel est l'intérêt de ce boulot, de ces compétences-là, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà un témoignage très concret de ce que ça peut apporter. Et tant qu'on est sur ce sujet de l'IA générative, vous l'utilisez pour quels usages en tant que média ? Donc on l'utilise sur plusieurs aspects.
Tout à l'heure, j'ai parlé de la traduction vidéo, donc c'est un premier cas d'usage. Ouais. On s'en sert beaucoup niveau créa, aussi pour générer des images qui vont apparaître dans les vidéos. Les images qui remplissent un petit peu les moments vides dans le... Ou des illustrations, ou des vignettes. Okay. On a pas mal de vignettes aussi qui peuvent être faites à partir d'images générées par Midjourney ou d'autres outils. Il y a pas mal de gens aussi chez Brut qui utilisent ce genre d'outils pour de l'idéation, pour brainstormer. Parfois, ça peut être le rubber duck. On connaît le rubber duck côté dev. Là, côté créa, idéation, il y a ChatGPT ou les LLM pour essayer d'avoir un partenaire pertinent qui te relance, qui te propose des idées qui sont pas toujours pertinentes, mais qui permettent parfois d'éveiller un peu la créativité. Vous avez mis en place un RAG aussi, je crois, interne? Pas encore. Pas encore, on est dessus. L'objectif de ce RAG, ça va être pour nous de retrouver facilement des publications du contenu, parce qu'on a un catalogue de vidéos qui commence à être assez conséquent. On a plus de 40 000 vidéos depuis l'existence, le lancement de Brut. Et donc on peut très vite se perdre dans tout ce contenu. Donc il y a la recherche de contenu, puis la recherche aussi dans la base documentaire. Comme n'importe quelle entreprise, on est amené à produire pas mal de connaissances écrites, des présentations, des PowerPoints, des Google Words. On produit aussi pas mal de connaissances finalement via les échanges sur Slack. Donc ça, c'est aussi un des usages des RAG pour les entreprises. D'accord. Vous avez un message. Bonjour Clément. On sait que les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à favoriser les contenus les plus polarisés, souvent parce que ce sont ceux qui récoltent le plus d'engagement. Comment vous, en tant que média, vous y prenez pour ramener de l'information au milieu de tout ça ? Dans cette masse d'informations qui est disponible sur les réseaux sociaux, justement, on sait que les algorithmes ont tendance à plutôt favoriser des contenus qui sont polarisants et plutôt même des contenus qui sont clivants, même un peu extrêmes. Et qui font susciter chez l'audience des sentiments plutôt négatifs. Et on sait que c'est ces contenus-là qui génèrent le plus d'engagement. Donc, évidemment, on n'a pas la main sur les algorithmes de ces plateformes-là. Par contre, on pense que un média comme Brut a évidemment toute sa place, puisque c'est un média qui est aujourd'hui crédible. On a une stat, c'est que 80% de l'audience nous fait confiance. D'accord. Ce qui est très très élevé pour un média. Exactement, Là où c'est des gens qui n'ont pas forcément confiance dans les médias plus traditionnels. Donc on essaye de se démarquer par... on essaie de traiter l'information de manière, on va dire, objective, la plus possible, même si c'est jamais vraiment possible. Et c'est peut-être ça qui dénote par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs sur les réseaux sociaux et qui plaît d'une certaine manière. Donc il y a aussi beaucoup d'engagement sur nos contenus. Et c'est quelque chose aussi qu'on souhaite pouvoir accélérer, améliorer avec l'IA génératif, aider nos community managers à plus facilement détecter les commentaires pertinents, parce qu'aujourd'hui ils font face à des dizaines de milliers de commentaires quotidiennement, et c'est très compliqué pour eux d'interagir, de faire le tri ou de comprendre, de faire le tri dans tous ces commentaires. D'accord. Et donc on souhaite les aider à faire le tri et comprendre quels sont les commentaires les plus pertinents pour pouvoir aussi créer un peu plus d'engagement dans l'audience. Très bien, c'est intéressant ce positionnement journalistique finalement qui est la marque de fabrique et qui vous permet d'avoir une traction qui grandit contre vents et marées et contre les événements de l'actualité. Comment les journalistes eux-mêmes ils voient l'arrivée de l'IA dans leur métier ? Est-ce qu'ils le voient plutôt comme une menace avec les fake news, avec toutes ces choses-là, ou est-ce qu'ils le voient comme quelque chose qui peut les aider à faire encore mieux leur métier ?
Je pense que comme toute évolution technologique, ils ont d'abord vu ça comme une menace. Ouais. Donc il y a eu un gros travail d'acculturation qui est encore en cours et qui a été fait. Et là, on observe plutôt un changement en fait de comportement vis-à-vis des outils. Ouais. Là où on était plutôt, nous, côté data et IA, très proactifs sur la proposition de sujets, de techno. Là, on se rend compte que c'est eux maintenant qui viennent nous voir avec des idées de projets, avec des nouvelles technos à tester. Et ils voient aussi que dans d'autres médias et que sur les réseaux sociaux, les gens se sont emparés assez massivement de ces technologies-là. Ça fait partie maintenant complètement des outils du journalisme. C'est ça, ouais. Là où aujourd'hui, ça faisait plutôt partie du scope data et IA, maintenant, c'est dans les mains de la post-production et des équipes de journalistes. Et nous, on est là en support pour essayer de les guider sur les outils qui nous paraissent pertinents, mais on n'a plus la main dessus, on va dire. Moi, j'ai toujours tendance à dire que finalement, l'IA est aussi une chance incroyable pour les journalistes, puisqu'on n'a jamais eu autant besoin d'eux. Avec la facilité qu'il y a à faire des fake news, à diffuser des fausses nouvelles. Et on a besoin, nous, en tant que citoyens, d'une référence. Et je pense que c'est le rôle des journalistes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est probablement une super opportunité pour ce métier. Ouais, je pense que c'est plus une opportunité qu'un risque. Et ça va continuer de mettre en avant des médias comme Brut qui ont su créer une relation de confiance assez forte avec leur audience. Et ça peut être que bénéfique pour nous, quoi. Très bien. Merci beaucoup Clément Bacquart pour ces éléments et cet échange. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne www.iahdf.org pour notre site internet. Je vous souhaite une bonne rentrée et à bientôt.